La vidéo d'aujourd'hui est plus ou moins sponsorisée par Vaonis. Ils m'ont pas payé pour faire cette vidéo, c'est moi qui les ai tannés pendant des semaines pour qu'ils me prêtent l'un de leurs Stellina pour que je l'essaie. De même, cette vidéo n'est pas un test pur et dur, tout simplement parce que Vincent l'a déjà fait et que ça sert à rien que je fasse une bête redite. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo avant ou après la mienne, on s'en fout, puisque son point de vue est tout à fait pertinent. Avant d'entrer dans les détails de cette vidéo, je me dois de préciser une chose qui ne paraît pas forcément évidente. Pratiquer l'astronomie, c'est gratuit. Et oui, pour pratiquer l'astronomie, il suffit... je vous le répète tout le temps. Ouais, il y en a qui suivent dans le fond. De lever les yeux au ciel. N'oublions pas que c'est comme ça que l'astronomie a été pratiquée pendant des millénaires, jusqu'à Galilée, et que les mecs ont réussi à te pondre des éphémérides et des cartes tellement précises que si on les prend comme repère aujourd'hui, on peut constater le déplacement des étoiles depuis cette époque. Oui, parce que les étoiles ne sont pas immobiles dans le ciel, elles bougent les unes par rapport aux autres, mais c'est pas décelable à l'échelle d'une vie. Les vieux astrolabes sont tellement précis qu'ils permettent de constater ce déplacement entre l'époque où ils ont été réalisés et aujourd'hui. Donc les astronomes d'il y a 1500 ou 2000 ans, faut pas les prendre pour des branquignoles. Et ils avaient pas de télescope. Bon alors aujourd'hui on va dire que c'est pas tout à fait gratuit, parce que si vous habitez en ville, ça peut être bien de faire quelques bornes en bagnole pour avoir un bon ciel. Mais passez ça, couchez-vous dans l'herbe, prenez une lampe frontale, une feuille et un stylo, et vous pouvez calculer des trajectoires de bolides, des points d'origine des seins d'étoiles filantes, constater la course des planètes ou de la Lune, et puis foutez-vous sous un bon ciel sans pollution lumineuse, où on voit 5 ou 6 000 étoiles à l'œil nu, et sans rien faire d'autre, matez la Voie lactée. Et rien que là, vous pourrez voir des nuages de gaz obscurs et des nébuleuses en émission. Oui, à l'œil nu. Mais forcément, comme on est des geeks capitalistes, on a envie d'aller un peu plus loin que ça, et on peut pas s'empêcher de mettre des gadgets entre le ciel et nos yeux. Et c'est loin d'être une idée à la con. Votre pupille, elle mesure quelques millimètres. Quelques-uns de plus si vous avez pris de la drogue, mais c'est pas la question. La surface de vos pupilles, c'est tout ce que vous avez pour capter de la lumière. Et c'est peu. C'est notamment pour ça que vous voyez rien dans le noir. Mais un télescope, lui, il va prendre toute la surface de son miroir pour recevoir de la lumière, et concentrer celle-ci où ? Dans votre pupille. Prenons une pupille moyenne qui fait dans les 6 mm dans le noir. Un petit pi fois r carré pour en connaître la surface, et ça nous fait 28 mm² pour recevoir de la lumière. C'est peu. Prenons maintenant une lunette de 80 mm. Elle a une surface de 5000 mm² pour recevoir de la lumière, soit 180 fois plus que votre œil. Juste avec une lunette comme ça. En plus, comme on peut jouer sur des focales et des réfractions, on peut grossir les petits objets et les voir d'autant mieux. Par exemple, les planètes. Elles sont assez lumineuses pour être observables à l'œil nu, mais dans le même temps, elles sont rikiki, à tel point qu'il a fallu attendre Galilée et sa lunette pour en distinguer les premiers détails. Et aujourd'hui, nous les geeks, on a encore mieux que juste des lentilles et des miroirs. On a des capteurs photosensibles. Donc non seulement on peut concentrer la lumière quelque part, mais ce quelque part peut être un capteur encore des centaines voire des milliers de fois plus sensible que votre rétine. Autant dire que là, on commence à être très loin de l'astronomie couchée dans l'herbe, les mains dans les poches. Et là se pose une question. Est-ce que cette astronomie-là, c'est mieux? Est-ce que la technologie, c'est mal? Je veux dire, imaginez un mec qui dessine sur une feuille au fusain, et un autre qui dessine sur sa tablette graphique. Est-ce que ce seul paramètre permet de déterminer si l'un est meilleur que l'autre? Celui qui dessine sur sa tablette graphique, on pourra dire que s'il merde au fusain, il peut pas effacer sa connerie en cliquant sur annuler. Peut-être qu'il ne saura pas non plus gérer le grain de son papier. Sauf que le mec qui dessine au fusain, la tablette graphique, il saura pas s'en servir du tout. Vas-y, file Photoshop à quelqu'un qui y a jamais touché, qu'on rigole. Donc qui a raison, qui a tort? Personne. À la fin, c'est le résultat qui compte. Et par résultat, je veux pas dire le dessin. Je veux dire, est-ce que tu t'es bien amusé à dessiner? Perso, je suis un geek. Je peux prendre mon pied à désosser un micro-ondes, même si à la fin, j'ai pas réussi à le réparer. Dans un loisir, savoir si une façon de faire est la bonne ou pas, c'est un problème de puriste. Alors on va parler 2 secondes des puristes. Ceux qui connaissent ma chaîne photo connaissent ce personnage et savent que j'aime bien le défoncer. Un puriste en général, c'est quelqu'un qui ne connaît qu'une technique, la sienne, et qui par facilité intellectuelle va considérer les autres comme mauvaises. Comme ça, il n'a pas besoin de s'emmerder à les apprendre. En photo par exemple, le puriste, c'est le mec qui va te dire que si tu utilises Photoshop, tu fais pas de la vraie photo. Lui, il en fait de la vraie photo, parce qu'il ne les retouche jamais.
Sauf qu'en vrai, c'est juste qu'il sait pas se servir de Photoshop, alors plutôt que d'apprendre, il préfère se persuader que c'est de la merde en crachant dessus. Alors que les retouches photo existent depuis aussi longtemps que la photo elle-même. Et au final, Photoshop, ça n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec. Parce que ça, c'est un portrait photoshopé, c'est composé, c'est drôle, ça a demandé du travail, et ça, c'est une photo brute, authentique, mais avec une pose moche. Il y a un deuxième type de puriste, c'est celui qui a besoin de se sentir exceptionnel. En général, le meilleur moyen de se sentir exceptionnel dans une discipline, c'est d'être bon. Mais pour certains, le bon moyen de se sentir exceptionnel, c'est de dénigrer les autres. Ce qui en dit souvent long sur leur propre capacité à être bon. Pour reprendre l'exemple de la photo, on va trouver des mecs pour vous dire que la photo numérique, c'est pas de la vraie photo, parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors que la photo argentique, à l'ancienne, elle demande d'utiliser un pose-mètre, de chiader ses réglages, de développer son négatif, puis d'utiliser un agrandisseur pour créer un positif. Vous savez, le truc qu'on voit dans les films avec le mec dans une chambre noire, enfin qui est pas noire puisqu'elle est éclairée en rouge. Sauf que faire de l'argentique ne rend pas vos photos meilleures. Ça, c'est juste un argument pour des gens qui veulent se sentir exister par rapport au petit novice qui fait des photos avec son téléphone. Le bon gros complexe d'infériorité. Tout ça pour vous poser une question. Quand on pratique un loisir, y a-t-il une bonne manière de le faire? Oui. La bonne manière, c'est celle qui vous éclate. Certains veulent juste passer un bon moment, d'autres veulent obtenir des résultats, moi en général c'est un peu les deux. Mais ce qui compte à la fin, c'est juste d'avoir pris son pied. Parce que c'est le principe même des loisirs. On s'en fout que t'aies pas respecté la recette. Si t'aimes bien cuisiner, cuisine comme tu veux. Et maintenant qu'on a affirmé cette grande vérité, revenons à l'astronomie. Comme je l'ai dit avant, l'astronomie c'est gratuit. Mais en même temps, ça peut très vite devenir un sport de riche. Vu qu'on a des yeux de merde et qu'on cherche à voir des objets très petits ou très peu lumineux, on a vite fait de s'entourer de matériel de précision. Oui, de précision, parce qu'un miroir de télescope correct, c'est précis au dixième de nanomètre. Et bien entendu, je parle même pas des outils de pointage et d'imagerie, et tous ces jouets, ça coûte cher. Donc la somme que vous allez allouer à l'astronomie va dépendre de vos moyens, et d'à quel point ce sujet vous passionne. Mais si on n'a pas à rougir de mettre 5000 balles dans une moto, on n'a pas à rougir de mettre 5000 balles dans du matos astro. Ou dans une batterie. Mais si vous avez du budget pour votre passion, ça ne détermine pas comment vous allez le claquer. Parce que comme je l'ai dit, votre manière de pratiquer est la meilleure. Tout en étant différente de celle du voisin. En astronomie, comme dans plein d'autres domaines d'ailleurs, les manières de pratiquer sont nombreuses. Sur ma chaîne photo, je vous ai déjà expliqué comment taper une photo de la Voie lactée juste avec un appareil photo et un trépied. Je vous ai aussi expliqué les bases de l'astrophoto au réflexe. Il y a 2 semaines, je vous ai montré mon setup de visuel assisté, et tous les lundis, je vous dis quoi observer dans le ciel, possiblement à l'œil nu. À l'avenir, je ferai encore des lives avec le 400 mm. Je ferai aussi des vidéos tuto sur de l'astrophoto ou du choix de matériel. Mais dans tout ça, il y a un invariant. C'est pour les geeks. Qu'il s'agisse d'astrophoto ou de visuel assisté, si vous aimez pas tourner des boutons ou si vous n'êtes pas un peu des merdards, c'est pas fait pour vous. L'astronomie en général, et l'astrophoto en particulier, ce sont des domaines relativement velus. Parce que le ciel et son mouvement sont des éléments complexes, et que l'optique ou les caractéristiques d'un capteur CMOS, c'est compliqué. Pas incompréhensible, hein, loin de là. C'est juste qu'il faut faire l'effort de chercher un minimum à comprendre. Et c'est là qu'intervient le stellina. Là où avant l'astronomie c'était trimballer tout son matos, se taper une mise en station et connaître son ciel, là il suffit de le poser par terre et de le mettre à niveau. Sachant que, pour vous donner une petite idée du niveau d'emmerdement, une monture équatoriale ça peut vite faire 30 kg, il faut l'alimenter avec une batterie de bagnole qu'on y aura branchée soi-même, que la mise en station ça consiste à viser le pôle céleste en sachant qu'il n'y a pas d'étoile à cet endroit-là pour viser, non, même pas l'étoile polaire, elle est pas loin mais elle est à côté. Et que si quelque chose merde, t'es tout seul. Et là, c'est le moment où débarque le puriste. Le stellina, il se fait défoncer partout sur les réseaux sociaux par les astronomes amateurs. Et le premier prétexte, c'est qu'il fait tout seul. Et donc que c'est pas de l'astronomie, parce qu'il n'y a pas le plaisir d'installer le matos et de chercher dans le ciel. Ce à quoi je répondrai qu'on peut aimer les voitures et fantasmer devant une Tesla qui roule toute seule. On peut même se dire que c'est l'avenir. Et j'ajouterai encore que les astronomes professionnels avec leur télescope de 8 mètres, vous croyez qu'ils font le pointage à la main? Un autre argument qui sort souvent,
c'est qu'on n'a pas le frisson d'un vrai télescope. Et là, c'est vrai. Et en même temps, c'est faux. C'est vrai parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la sensation d'avoir une lumière qui a parcouru des milliards de kilomètres qui tombe directement dans votre rétine, c'est unique. Et en général, ça s'accompagne d'un waouh. Sauf que quand vous observez une nébuleuse dans un télescope de taille honnête, ça ressemble pas à ça. Ça, c'est la photo Hubble, c'est-à-dire des heures de pause dans un télescope de 2,50 m. Non, ce que vous voyez à l'œil, c'est ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens achètent un télescope et le laissent ensuite pourrir dans un placard. Perso, j'aime regarder dans un télescope, mais pour cette fameuse sensation de voir de ses propres yeux. Mais je suis aussi un geek et j'aime aussi mettre la technologie au service de mes observations. Donc ça dans mon œil, c'est bien, mais ça sur l'écran de mon ordinateur, c'est bien aussi. Parce que l'image sur l'écran d'ordinateur, je vais pouvoir la trifouiller pour la rendre la plus belle possible, et elle sera meilleure pour vendre du rêve aux voisins venus voir ce que je fais dans mon jardin à 2h du mat. Oui, il m'arrive de discuter avec des voisins à 2h du mat. Et une image sur un écran ne vend pas moins de rêve. Elle vend un rêve différent. Il n'y a qu'à voir la gueule de Max dès qu'il fait des images au Stellina. Oh, première image. Alors la première image, elle va être décevante, je vous le dis. Elle est pas décevante. Elle est pas décevante du tout. Holy shit. Oh putain. Je vous l'avais dit que ça ressemble à une putain d'expo. What the fuck. Oh, regardez, elle est toute petite, mais elle est toute mignonne. Oh, mais je m'attendais pas à... Franchement, je m'attendais juste à une boule blanche. Non, mais ce reveal, il est fou, hein. À chaque fois, ça me... Oh là là. Ah, c'est beau. Franchement, je trouve que c'est la plus belle qu'on ait vue. Mais à ce moment-là, arrive une autre remarque. Celle-là, on la doit pas trop aux puristes, mais plutôt aux trolls. Et cette remarque, c'est la suivante. Pourquoi tu te fais autant chier et tu dépenses autant de fric alors qu'il suffit d'aller sur Google Images? Alors d'abord, je répondrai... Pourquoi tu te fais chier à aller voir la Tour Eiffel en vrai, alors qu'elle est sur Google Images? Et ensuite, je répondrai encore, je me fais chier pour le plaisir de me faire chier. Si un pêcheur va à la pêche, c'est pas pour avoir du poisson. Parce que pour ça, il suffit d'aller à la poissonnerie, c'est moins loin, c'est plus rapide et c'est moins cher. Si, c'est moins cher, mate le prix de certaines cannes à pêche. Sans compter tout ce qu'il y a autour. Si le pêcheur va à la pêche, c'est pour le plaisir de faire soi-même. Plaisir qu'on ne peut pas comprendre quand on n'a pas un minimum l'âme créative. Et aussi un peu pour avoir la paix le dimanche matin. Le gâteau d'anniversaire licorne que t'as fait à la maison pour ta fille, il est sacrément plus moche que le super gâteau que t'as vu chez le super pâtissier du patelin d'à côté. Mais tu t'en bats les couilles, parce que quand tu vas le manger, t'auras la satisfaction de l'avoir fait toi-même, et tes gosses seront super contents quand même. Bah ton astrophoto, elle sera jamais aussi bonne que celle de Hubble ou du VLT. Enfin, sauf quand tu t'appelles Richard Galli. Mais quand on pratique un loisir, c'est pas forcément pour être le meilleur. C'est aussi pour la pure éclate, et pour la fierté de balancer ça sur les réseaux sociaux en gonflant le torse et en disant « Je l'ai fait moi-même ». Vous vous êtes déjà pris en photo avec du poisson à la poissonnerie? Je crois pas. Les pêcheurs, eux, par contre, dès qu'ils sortent une belle bête, bah, il faut qu'ils fassent un selfie avec. Et de toute façon, en astrophoto comme à la pêche, même avec 5000 € de matos, il y aura toujours un mec au Chili avec un riche et chrétien sous coupole, ou dans les îles avec un bateau pour la pêche à l'espadon. Et là arrive l'argument suivant. Oui, mais le Stellina, c'est trop cher pour ce que c'est. Alors encore une fois, oui et non. Le Stellina, c'est un télescope de 80 mm. D'ailleurs, en vrai, faudrait arrêter de dire que c'est un télescope parce qu'en vrai, c'est une lunette. Mais on s'en fout. Alors d'abord, on va éliminer la question du cher. Évidemment, chacun son budget, et 4000 €, c'est une grosse somme d'argent. À tel point que consacrer ça à un loisir paraîtra sûrement indécent pour des gens aux revenus très serrés, et c'est parfaitement compréhensible. Mais en astronomie, 4000 €, ça peut vite devenir une broutille. Tenez, je vais chez mes copains d'Optic Unterlinden et je regarde les lunettes dédiées à l'astrophoto. Sans forcer, la deuxième de la liste coûte déjà plus d'argent que le Stellina. Et à ce prix-là, t'as juste la lunette, hein. Tu fais rien avec. Le 400 mm des lives vaut 2800 €. Rajoutez un bon 1500 € de matos autour et vous voyez qu'on retombe dans les mêmes eaux. Et c'est même pas un setup pour faire de l'astrophoto. Donc vous voyez, l'astronomie, ça peut vite vous fâcher avec votre banquier. Et là, vous allez me dire, oui mais Arnaud, pour 4000 balles, t'as une lunette Takahashi, l'une des meilleures marques, sinon la meilleure marque sur le marché, ou bien un monstre de 400 mm et presque 2 mètres de focale.
Et je vous dirais oui. Mais à ce prix-là, vous avez aussi 1h30 à installer le matériel, une gestion complètement manuelle du bousin, et ceux qui ont déjà regardé ne serait-ce qu'un seul de mes lives savent que les problèmes techniques sont juste la norme. Les 4000 € du Stellina, ils sont pas dans l'optique. Enfin, pas que. Ils sont aussi et surtout dans tout ce qu'il y a autour. Faut pas oublier un truc. Le Stellina, c'est un machin que tu poses par terre, sans qu'aucun câble ne dépasse ni aucune préparation d'aucune sorte. Tu l'allumes, t'attends 3 ou 4 minutes, et il est prêt. Pour être prêt, il a calculé la position du ciel en fonction de l'heure et du lieu où il se trouve, il a pris des photos tout seul, et tout seul, il a comparé ses photos avec une base de données du ciel pour déterminer ce qu'il vise. Ça s'appelle l'astrométrie, et c'est putain de chiant à mettre en œuvre si ton scope est pas réglé au poil de cul. Et ensuite, quand tu lui demandes de pointer un objet, il le fait, et il ne se trompe pas. L'objet est pile au milieu du cadre, sans filet d'étoiles, sans mauvaise exposition, et sans que tu aies eu rien d'autre à faire que de choisir ce que tu voulais voir. Et forcément, une fois cette débauche de technologie prise en compte, si tu rajoutes une optique Takahashi ou un capteur de fou dedans, c'est pas 4000 € qui va coûter, c'est 3 fois plus. Ceci dit, j'entends bien la critique. Et bien sûr que le Stellina a des défauts. Et bien sûr qu'on va en parler, parce qu'encore une fois, c'est pas Vaonis qui m'a payé pour leur sucer la bite. C'est moi qui les ai tannés pour tester leur matos. Et donc, si vous avez un budget de 4000 € et que votre objectif c'est la plus belle photo possible, ne prenez pas un Stellina. Faites-vous un setup personnalisé qui vous donnera de bien meilleurs résultats. Mais par contre, préparez-vous à en chier. Pas parce que c'est dur, mais parce que les problèmes de réglage ou les défauts de pointage, c'est le lot des astronomes amateurs, et c'est aussi pour ça qu'on aime ça. Parce qu'on aime se faire chier, comme le pêcheur qui se lève à 3 h un dimanche matin. Et comme pour le randonneur qui en a chié 10 heures pour arriver au sommet d'une montagne, la souffrance fait partie du plaisir à l'arrivée, et rend la vue au sommet encore plus belle. Par contre, si vous n'aimez pas en chier, prenez un téléphérique. Ou si vous ne comprenez pas ma métaphore, prenez un Stellina. Forcément, un Stellina est limité. Par exemple, toute chose égale par ailleurs, il capte 25 fois moins de lumière que mon setup de live. Autrement dit, quand je fais une image en 1 minute, lui, il lui faut presque une demi-heure. Son image est moins définie, plus bruitée parce qu'il n'est pas refroidi, et globalement, l'appli ne laisse pas autant de latitude de bidouillage qu'un logiciel en manuel. La taille de son capteur est limitée, de même que sa qualité optique. Sa focale n'est que de 400 mm, ce qui limite pas mal la taille des petits objets et rend l'observation des planètes assez décevante. On peut récupérer les fichiers bruts pour bidouiller l'image soi-même, mais l'appareil ne fait pas d'images de calibration, qui sont essentielles si vous voulez traiter une astrophoto. Mais, quand vous dépensez 4000 € pour un Stellina, vous payez pas pour la qualité d'image. Enfin, si, forcément. Mais vous payez surtout le confort d'utilisation. Mon 400 mm, je peux pas m'en tenir à plus de quelques mètres. Je dois constamment surveiller qu'il n'y ait pas un câble qui s'en mêle dans la monture ou que le pointage est bon. Et quand ça caille, je caille. Je dois me taper presque 1h30 d'installation et moitié moins en rangement. Le scope pèse presque 80 kg avec sa monture et je parle pas de la grosse caisse de câbles et d'adaptateurs que je me coltine. Toujours dans le froid. Et à 2 h du mat, croyez-moi, c'est une gageure. Le Stellina, je le pose, je mets son trépied à niveau et c'est fini. Et comme il fonctionne en Wi-Fi, je peux même me tenir à quelques mètres de là derrière une fenêtre, bien au chaud, et compatir envers les collègues astronomes qui se pèlent les couilles dehors. Par contre, je ferai pas les mêmes photos qu'eux. Donc le Stellina, comme toujours en astronomie, il demande de faire des choix. Et du coup, il ne s'adresse pas à tout le monde. Quand on est débutant en astronomie, on n'a pas forcément 4000 € à mettre dans ce loisir. Et le jour où on a 4000 € à mettre dans ce loisir, c'est souvent qu'on sait déjà précisément ce qu'on veut, et dans ce cas-là, c'est rarement le Stellina. Mais quand on fait des lives pour ses abonnés et qu'on se pèle les miches avec 80 kg de matos, croyez-moi, le Stellina, il est pas dénué d'intérêt. Imaginez aussi l'intérêt qu'il peut avoir pour une association d'astronomie qui organise des portes ouvertes, ou la nuit des étoiles. Par contre, clairement, quand on gagne un SMIC par mois, c'est pas forcément de priorité. Après, n'oublions pas non plus une chose. Il est le premier. Rappelez-vous juste des jeux vidéo d'il y a 20 ou 30 ans. Ils étaient chers et souvent nazes. Mais comme le jeu vidéo s'est popularisé, les ventes ont fait baisser les prix et la concurrence a fait s'améliorer le matos. L'astronomie gagne en popularité.
Regardez juste sur YouTube, quand j'ai créé Astronogeek, j'étais le premier et maintenant on peut pas s'abonner à tout le monde tellement il y a de chaînes. Le Stellina a jeté un pavé dans la mare, parce qu'il montre que l'astronomie, ça peut être simple et à la portée de n'importe qui a un coin de ciel dégagé et assez de curiosité pour se servir d'un télescope. Mais forcément, avec tout ce qu'il a fallu foutre en développement là-dedans, maintenant il faut le rentabiliser. Et donc c'est un produit de niche. Mais attendez qu'il soit amélioré parce que Vaonis écoute ses consommateurs, attendez que ça se vende et que les prix baissent, attendez que le pointage automatique par astrométrie devienne la norme. Bah ouais, parce qu'après tout, les systèmes de pointage GoTo ont eux aussi dû conquérir le marché. Et les puristes les détestaient aussi. Le Stellina est le premier. Et pire que ça, c'est le premier modèle du premier télescope automatique. Mais il inaugure une nouvelle manière de pratiquer l'astronomie, qui n'est pas du tout déconnante, vu comme on pratique tout le reste de nos activités. Après tout, il y a 20 ans, ça vous serait pas venu à l'idée de chercher une pizzeria avec un GPS, ou de demander oralement à votre téléphone où elle se trouve. Et il y a 20 ans, si on vous avait dit qu'on trouverait des téléphones à 400 balles, vous auriez rigolé. Il y a 20 ans, si vous vouliez faire voler un truc, il fallait aller dans une boutique de modélisme, construire vous-même un avion miniature et apprendre à le piloter en sachant que la moindre erreur signait sa destruction. Aujourd'hui, il existe des drones qui, non contents de faire du vol stationnaire, ce qu'un avion de modélisme ne sait de toute façon pas faire, savent voler tout seuls. C'est pas moins marrant de piloter un drone que de piloter un avion en modèle réduit. C'est différent. Le Stellina n'est pas moins marrant à utiliser qu'un télescope classique. Il est différent. Et si un drone coûte bien plus cher qu'un avion de modélisme, c'est à cause de la chier d'avionique qu'il embarque. Eh ben le Stellina, c'est pareil. Et tout comme pour les drones, il faut être un geek pour comprendre l'intérêt de claquer plusieurs SMIC dans un machin rempli d'électronique. En ce qui me concerne, le Stellina, il est adopté. Bon, vous en faites pas, il y aura encore des lives au 400 mm, rien que parce que ce Stellina, Vaonis me l'a prêté. Mais je vais essayer de suffisamment leur faire les yeux mouillants pour qu'ils m'en laissent un, au moins en hiver. Parce que s'il n'y a pas eu de live cet hiver, c'était pas juste parce qu'il a fait moche. C'est parce que quand le temps était quand même clair, j'avais pas envie, en rentrant du taf à 19 ou 20 heures, de me taper 1h30 d'installation dans le noir et le froid, pour ensuite tout remballer à minuit. Autant le 400 c'est l'éclate en été, autant en hiver, rien ne vaut le confort du Stellina. À bon entendeur. Donc le Stellina, est-ce que je vous le conseille? Oui et non. Exactement comme un drone en fait. Si vous cherchez le plaisir de couper et de coller du balsa, de régler un petit moteur thermique et si vous n'avez pas peur de bousiller tout ça à la moindre fausse manip, allez dans une boutique de modélisme. Si au contraire vous avez envie d'une machine qui vole toute seule et qui peut même faire des photos aériennes, prenez un drone. Et au final vous risquez d'avoir le même budget. Si vous cherchez à faire la meilleure image possible, si vous n'envisagez pas l'astrophoto sans traiter vous-même manuellement les images, et si vous aimez resserrer les engrenages d'une monture équatoriale, prenez un télescope classique. Si au contraire vous avez envie d'une machine qui vole toute seule, prenez le Stellina. Et au final, vous risquez d'avoir le même budget. Et n'oubliez pas, même s'il existe de quoi vous ruiner 10 fois, l'astronomie c'est aussi être gratuite. Donc le Stellina ou une Taka montée sur une EQ6, c'est pas une fin, juste un moyen. Alors levez les yeux au ciel, soyez astronogeek. Et à la revoyure.